Retrouvé à la une en Israël. Et on va revenir bien sûr sur la loi de conscription. J'y arriverai. Les débats autour de cette même loi de conscription à Tsahal des élèves des établissements talmudiques orthodoxes se sont ouverts cette semaine en commission des affaires étrangères et de la défense. Et si en début de semaine le pessimisme était de mise au sein de la coalition quant à obtenir la majorité pour faire passer le projet de loi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se dit lui confiant en coulisses sur les chances d'obtenir cette majorité autour de ce texte qui suscite bien sûr de nombreux remous au sein de l'opinion publique israélienne. Vous en parlez ce matin, Jonathan, avec Philippe Velila. Il est docteur en droit et spécialiste de la vie politique israélienne. Je suis curieux d'entendre son avis et surtout son analyse sur cette loi de conscription. Philippe Velila, bonjour et Boker Tov. Bonjour. Alors, les débats autour de la loi de conscription des élèves des établissements talmudiques orthodoxes s'accélèrent en commission des affaires étrangères et de la défense. Et le Premier ministre Netanyahou repousse encore son allocution sur le sujet, alors que le public israélien attend des explications sur ce sujet sensible. On sent que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est quasi gêné de devoir s'expliquer sur ce sujet. Pour quelle raison, Philippe? À mon avis, parce qu'il ne sait plus quoi dire sur ce projet de loi. Il faut dire que dès l'origine, ce projet de loi, c'est mission impossible. Parce qu'il s'agit de satisfaire les partis ultra-orthodoxes en exemptant, en fait, les élèves des yeshivot de leurs obligations militaires et en même temps de satisfaire les autres partis de la coalition qui, eux, sont favorables à la conscription des ultra-orthodoxes parce que eux-mêmes, leurs jeunes, entre guillemets, participent à l'effort de défense. Donc il s'agit de concilier au sein de la coalition deux aspirations totalement contradictoires. Donc c'est quasiment mission impossible. D'où d'ailleurs les versions successives de cette proposition de loi. Ça fait d'ailleurs plus d'un an qu'on a cette proposition sur la table de la Knesset. Ils ont même été obligés de changer le président de la commission de défense, Yuli Edelstein, a été écarté parce que lui, il voulait vraiment la conscription des ultra-orthodoxes. Et là, c'est Yoav Bismuth qui est beaucoup plus conciliant. Donc, il y a cela. Et puis, maintenant, il y a un nouveau phénomène, et c'est sans doute là toute la gêne de Benjamin Netanyahou, c'est qu'au sein de la coalition, au sein de son propre parti, le Likoud, il y aurait déjà 5 députés du Likoud qui ne voteraient pas la proposition de loi, le projet de loi, et puis 5 autres apparemment d'autres partis de la coalition, dont un ministre, le ministre de l'intégration, Soffer, qui disent également qu'ils n'ont pas voté. Donc il y a un risque que ce projet de loi ne soit pas adopté. On va en parler. Il faut juste préciser aussi que même si cette loi est votée, il faut qu'elle passe l'obstacle de la Cour suprême qui, déjà depuis des années, exige du gouvernement et de la Knesset de retoquer cette loi, Philippe. Bien sûr, d'ailleurs, si le gouvernement se serait bien passé de cette obligation de présenter un projet de loi sur cette question épineuse, mais c'est la Cour suprême qui l'oblige en disant, voilà, il faut assurer le principe d'égalité devant la loi et donc devant la loi de conscription. Donc, on a cette configuration qui fait qu'effectivement, si jamais la loi, comme on le dit, quand on l'analyse effectivement, elle permet trop d'échappatoire, la Cour suprême serait tout à fait capable d'annuler cette loi. Quand le Premier ministre et le député Likoud Boaz Bismuth, l'instigateur de la loi, semble assez confiant aujourd'hui, si on les entend, sur leur chance de faire adopter cette loi. N'est-ce pas un peu présomptueux de leur part? Et j'ai une autre question, Philippe. Si au début de la semaine, la majorité ne semblait pas être au rendez-vous, comme vous l'avez dit, pour faire voter cette loi, aujourd'hui, c'est moins le cas. Comment expliquer ce revirement? Est-ce que Benjamin Netanyahou essaie de présenter les choses à son avantage, un peu comme d'habitude, ou certains partenaires de la coalition se disent convaincus aujourd'hui de voter cette loi, ou ont peur de perdre leur siège plutôt? Oui, il y a sans doute beaucoup de ça.
Cela dit, bon, je pense que là, il force un peu le destin en disant qu'il y aura une majorité. Ils sont d'ailleurs en train d'envisager une solution alternative à travers le budget, c'est-à-dire donner encore plus d'avantages aux ultra-orthodoxes dans le cadre du budget pour compenser en quelque sorte l'absence de loi d'exemption. Donc, on est dans cette configuration qui fait que le Premier ministre, eh ben, ne peut pas faire de déclaration devant le public comme il l'avait prévu dès lundi soir, il ne l'a pas fait, et parce que on se demande bien ce qu'il pourrait dire. De leur côté, les orthodoxes craignent de voir Benjamin Netanyahou leur réserver une dernière mauvaise surprise. Pensez-vous que l'alliance entre le Premier ministre Netanyahou et les partis orthodoxes de la coalition peut être remise en cause en cas de vote ou non de cette loi? Non, je ne crois pas. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que les partis de la coalition sont officiellement sortis du gouvernement et de la coalition, Mhm. mais en fait, ils y sont encore. Ils n'ont pas été remplacés, par exemple, au gouvernement. Donc, ils sont en stand-by, en quelque sorte. Donc, non, moi, je n'y crois pas pour la bonne raison. C'est une question de nombre, d'abord, hein. Les partis ultra-orthodoxes, c'est 18 sièges, et pour une coalition qui en comporte 68. Donc, sans les partis ultra-orthodoxes, Benjamin Netanyahou n'a plus de majorité. Et parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a toujours été la stratégie de Benjamin Netanyahou. Sa stratégie, c'est l'union de toute la droite, depuis le Likoud jusqu'à l'extrême droite, en passant par les partis ultra-orthodoxes. Donc là, ce serait vraiment une remise en cause, ce serait la chute assurée de la coalition. Et ce qu'on voit depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que Benjamin Netanyahou ne veut pas, pour l'instant, la chute de la coalition, pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il était un peu en difficulté avec l'administration américaine, parce que, bon, là, ça n'est pas notre sujet, mais on dit qu'il pourrait y avoir un second round avec l'Iran qui évidemment le mettrait en vedette. Bon, je retire cet aparté parce que c'est vraiment pas le sujet, ça mériterait sans doute beaucoup de développement, mais disons que Mhm. voilà, Benjamin Netanyahu n'a pas envie que son gouvernement tombe maintenant parce que, on le voit dans les sondages, c'est quand même pas un moment opportun pour lui. Philippe Vellila, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, Yom Tov.